Bonjour, bienvenue à la conférence Devenir l'expert de sa propre vie, se connaître, s'entourer, avancer. Je me présente, je m'appelle Valérie Jessica Laporte, je suis conférencière, comme vous pouvez le constater actuellement. Je suis aussi auteure de 6 livres, 3 romans et 3 guides, et je fais du contenu sur les réseaux sociaux en lien avec handicap, différence et surtout autisme, et ça, c'est le nœud de mon contenu parce que j'ai moi-même un diagnostic d'autisme. Pourtant, ce diagnostic-là, je l'ai fui très longtemps. J'avais peur que ça me fasse perdre de la liberté. Déjà, quand j'étais très jeune, ils ont voulu savoir ce que j'avais et moi, je suis née en 1977. Alors, à cette époque-là, c'était quand même différent, c'était pas très clair, mais je passais des tests parce qu'on savait que c'était pas tout à fait typique dans ma tête et je résistais déjà à ces tests-là parce que je me disais: «Je suis déjà différente, il y a déjà plein de règlements» parce qu'en tant qu'enfant, il y a énormément de règles et je me disais que j'allais perdre le peu de liberté que j'avais s'ils savaient à quel point c'était différent dans ma tête par rapport aux autres. Et c'est quelque chose qui me faisait très peur. Et adolescente, il y a encore eu des difficultés, tout ça. Puis j'étais prête à nommer une certaine détresse. J'étais prête à dire oui, j'ai besoin d'aide, j'aimerais ça peut-être que vous me donniez des outils, mais je n'étais pas prête à livrer comment ça fonctionne là-dedans. Ça, je voulais garder ça très, très, très secret. Parce que j'avais peur de plus être le chef de ma tête. Pour moi, la liberté, l'autodétermination, de choisir, de décider, d'avancer, c'était quelque chose qui était très important pour moi. Je n'avais pas ces mots-là en tête, mais je savais que je ne voulais pas que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Ce qui est ironique là-dedans, c'est qu'en fait, c'est de recevoir le diagnostic d'autisme qui m'a permis d'obtenir encore plus de liberté. Puis je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé parce qu'avoir su, peut-être que je l'aurais fait avant. Donc, je faisais du camping à tous les étés, à toutes les semaines, au même endroit. Alors, on a rencontré des gens et je suis devenue amie avec une des personnes. Il faut savoir, c'est que j'avais pas vraiment d'amis à cette époque-là. Je trouvais ça compliqué. Je savais pas trop comment on faisait. Ça me stressait, puis bon, j'y arrivais pas. Elle était toute parfaite. Elle respectait ma bulle. Elle était très claire comment elle s'exprimait. Tout ce qu'elle faisait en lien avec mon fonctionnement, c'était parfait. Alors, j'étais à l'aise avec elle et j'arrivais à être moi-même rapidement. Et là, un soir, on était très fatigués, grosse soirée. À la fin de la soirée, elle me dit: «Ah, t'es pas neurotypique, c'est pour ça». Là, de quoi tu parles? C'est quoi ça, neurotypique? Je connais pas ce mot-là. Et c'est là qu'elle commence à me parler que je pourrais passer des tests pour vérifier qu'est-ce que j'ai. Puis là, moi, je dis: «Non, non, non, je peux pas passer de tests parce que quand ils vont savoir comment ça se passe dans ma tête, à quel point c'est différent, ils vont surveiller mes enfants, je vais avoir des problèmes, ils vont penser que je peux pas être une bonne mère». Puis pourtant, je savais que j'étais une bonne mère, mais tu sais, la peur. Là, elle me dit: «Non», elle dit: «Tu peux aller au privé, c'est secret, tu décideras après». Donc je vais au privé et là, la neuropsychologue, c'est la première personne qui m'a expliqué l'autisme, qui m'a dit bon que c'est ça pas mal que j'avais là, parce que j'ai passé, 11 ou 12 tests avec elle, puis là, on a fait un grand tour, donc pour elle, ça s'enlignait, comme ça, dès le début et là, quand elle m'en parlait, c'était positif. Elle me parlait des forces que j'avais développées, de tous les outils, de toutes les stratégies que j'avais pour fonctionner, alors que j'avais plein de choses que je n'étais pas capable de faire. Puis j'avais tout un moyen de m'arranger. Puis elle, c'est la première qui m'a fait voir le positif de ma différence, en misant aussi sur les forces comme le visuo-spatial, puis des choses comme ça. Alors là, ça m'a permis d'accueillir ce mot-là, autiste, d'une façon plus positive. Le psychiatre que je suis allée voir après, même chose, hyper positif. Le médecin de famille, même affaire. Donc, les 3 qui reçoivent ça me nomment ça positivement. J'arrive dans mon entourage. Moi, je me disais: «Les gens m'aimeront plus». Non, les réponses, ça a été: «Ah, on savait que tu étais autiste, il y a juste toi qui ne savais pas». Ou alors: «Ah, c'est ça l'affaire que tu as. Ah, OK». Donc, j'ai fait: «OK, je comprends enfin comment je fonctionne et là, maintenant, je peux commencer à aller me chercher des outils par rapport à ça». Alors, j'ai commencé à aller lire tous les livres que j'étais capable de trouver. J'en ai même fait venir de d'autres pays qui n'étaient pas disponibles au Canada parce que je voulais vraiment comprendre l'autisme en profondeur. Et suite à ça, j'ai commencé à progresser dans plein, 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 plein de petits détails de ma vie qui étaient bloqués depuis longtemps. Je pense que je vais commencer à vous parler de la conduite automobile. Pour moi, je trouve que quand on parle de liberté, puis de but, puis tout ça, je trouve que c'est un bel exemple. C'est concret, puis en même temps, ça pourrait même servir d'analogie, là, conduire, être autonome. OK. Ça m'a pris 8 ans à apprendre à conduire à l'époque. J'avais pas encore mon diagnostic. Puis la première fois que j'ai réussi enfin à conduire, c'est que j'ai eu un professeur qui lui-même avait eu un accident au niveau du cerveau.
Donc, il utilisait des stratégies, pour compenser certaines difficultés, puis je pense que ça l'a rendu plus patient. Et l'affaire qui a fait la plus grosse différence, c'est qu'on a vraiment décortiqué mieux les étapes. Avant, quand on m'envoyait en auto, c'était tout de suite: «Tu dois aller faire telle épreuve en automobile», alors que je n'étais pas rendue là. Moi, j'avais besoin d'aller beaucoup plus lentement et de consolider chaque étape. Un peu comme quelqu'un ne va pas se lancer la première fois, à moins d'être extrêmement courageux, du haut du plus grand tremplin. On va commencer par peut-être le petit et graduellement, on va monter quand on est vraiment confortable et que ça ne fait plus d'effet partout. Bien là, on va à l'étape suivante. Et moi, ça, c'est la première fois que ça a été correct. Sauf que je n'étais pas si autonome que ça. Je n'étais pas capable d'aller loin en voiture. Il fallait vraiment que je demeure dans mes environs, que j'apprenne mes routes par cœur, que je regarde tous mes chemins avant de les faire. Alors, c'était très, très énergivore et je me fatiguais vite. Moi, j'ai vu que j'aimais donner des conférences. J'ai commencé à avoir de plus en plus de demandes. Ça prenait des gens pour m'accompagner. C'était compliqué. Alors, à un moment donné, il y a eu un rêve qui a été: j'aimerais ça être autonome puis capable d'aller loin seule. C'était pas gagné d'avance. Alors, on a mis cet objectif-là et je dis «on» parce que j'ai été accompagnée. OK? Premièrement, j'ai mon amoureux qui m'a aidé à faire une partie du travail et la psychoéducatrice aussi. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été graduellement, puis à titre d'exemple, la première fois que j'ai traversé Québec, bord en bord, parce que c'est quand même une bonne ville là, avec des drôles d'embranchements dans ces autoroutes, ben moi, je demeure au Saguenay 2 heures plus loin et je traverse Québec, je fais ma route jusqu'au Saguenay et ensuite de ça, je crois qu'on est arrivé à 11 heures le matin et j'ai pleuré jusqu'à 8h30 le soir. Mais pas pleurer là, des petites larmes, là, des gros hoquets, là, comme ça, là, intenses. Et c'était horrible, OK? Sauf que pendant 2 ans, toute l'énergie que je mettais à sortir de ma zone de confort, c'était vraiment sur cet objectif-là. Sinon, c'était juste des petits objectifs. Pas question de prendre un deuxième gros objectif en même temps. À chaque fois que j'avais du gaz, on va dire, là, encore un enfant d'auto, ben, je l'utilisais pour cet objectif-là parce que je voulais me concentrer là-dessus de façon intensive durant 2 ans. Donc, on a respecté mon rythme, on m'a donné des outils pour le faire. Bref, ça s'est vraiment bien passé. J'ai vraiment respecté mes buts à moi, mes besoins à moi. Puis finalement, la récompense du bout de l'atteinte de cette affaire-là, ça a été la Bleuet mobile, parce que sur mes réseaux sociaux, je me nomme Bleuet atypique pour parler d'autisme. Et là, c'est écrit sur le bord de la voiture. Puis d'aller lettrer cette auto-là, d'aller l'illustrer pour qu'elle me ressemble, de me l'approprier, puis aussi de me sentir en sécurité parce que bon, regarde, j'ai peur, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors pour moi, si je sais que j'ai mon 4 roues motrices pour les tempêtes de neige, parce qu'on en a beaucoup chez nous, si je sais que même si je fais très, très, très bien mon angle mort, ben mon miroir va m'aviser s'il y a quelqu'un dans l'angle mort. Si je sais que si le soleil clignote dans les sapins, ben j'ai des pare-soleil sur le côté que j'ai fait ajouter. C'est des petits détails qui vont faire en sorte que ça va aller me rassurer peut-être un petit peu plus et ça va aller me récompenser. La récompense n'est pas toujours matérielle. Cette fois-ci, c'était l'objectif que je m'étais dit. Je m'étais dit, bon, là, c'est le temps, là, j'ai le droit d'avoir ma belle auto maintenant que je suis capable. Puis je m'en sers tellement pour aller donner des conférences partout. Puis bon, des fois, ça passe par des choses comme ça, mais ça crée une certaine fierté d'arriver à dépasser nos objectifs comme ça. C'est pour ça que je vous ai glissé un mot, j'ai dit zone de confort tantôt, mais c'est là qu'on s'en va. Parce qu'on se fait tellement souvent dire sors de ta zone de confort. Et pour vrai, c'était l'affaire qui me tapait le plus sur le nerf que les gens pouvaient me dire. Là. C'était pire que t'as pas la rotisse, là. Sors de ta zone de confort. J'étais tellement tannée que les gens me disent ça. Premièrement, on n'est jamais dedans. OK? On part de là. Mais ce que je réalise, c'est que tu sais, c'est sûr, ils ont raison, il faut qu'on sorte de notre zone de confort. Mais souvent, on nous disait ça pour les objectifs des autres, pour les rêves des autres, pour le confort des autres. Et si on veut vraiment progresser, il faut que le but ultime, l'affaire qu'on veut atteindre à la toute fin, ce soit pour nous. Donc, moi, comment j'ai fonctionné? Je me suis fait une espèce de budget, OK? Je vous en ai donné un petit aperçu avec l'histoire de 2 ans, mais c'est que quand j'ai un énorme objectif, j'ai mon gros nœud qui prend toute la place. On va dire, là, c'est comme un pot, là, puis on peut mettre des balles dedans. Là. Je commence par ma grosse balle. Ma grosse balle, c'est mon gros objectif du moment. Quand il est terminé, je prends une petite pause et j'en mets un autre. Et autour de cet objectif-là, il va y avoir les petites balles qui vont être tous les petits objectifs qui peuvent se faire autour. Mais quand je veux me fixer un dépassement de zone de confort qui est gros comme ça, j'essaie de penser à c'est quoi mes rêves à moi, OK?
Mon rêve, c'était d'être autonome puis d'aller loin en auto. Je voulais pouvoir voyager toute seule, je voulais être capable. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout décortiqué, qu'est-ce que ça prenait pour me rendre là. Puis pendant 2 ans, intensivement, j'ai budgété ma zone pour pouvoir m'y rendre. Puis pour vrai, ça donne vraiment des bien meilleurs résultats quand c'est nous qui décidons où est-ce qu'on va mettre les efforts. Puis le pire, là, c'est ceux qui nous disent de sortir de notre zone de confort avec des objectifs pêle-mêle, ben on va peut-être les atteindre bien mieux, ces objectifs-là. On va atteindre les mêmes objectifs, mais en passant par des buts qui sont à nous, puis on va faire les mêmes apprentissages, mais avec une vraie bonne raison de les faire. Là, à un moment donné, j'ai fait une vidéo sur les réseaux sociaux parce qu'il y a quelqu'un qui s'est fâché contre moi dans un stationnement, puis j'étais comme bouleversée un peu. Puis là, j'ai expliqué comment c'était pas le fun. Puis il y a quelqu'un qui me dit: «Si tu es pas débrouillarde, tu es pas faite pour avoir un char. Un char, au Québec, c'est un véhicule, un automobile». Puis moi, ben, j'ai répondu et j'avais pas mal de choses à dire à cette personne-là qui disait que j'étais pas faite pour avoir, un véhicule et je vais vous montrer la vidéo. Touc, touc, touc. Comment ça? Faut que je baisse ici, attends un petit peu. OK, je l'ai. Toi, tu es pas fait pour commenter sur les réseaux sociaux et pourtant, tu t'y essaies quand même. Je suis pas faite pour avoir un vélo de montagne. Le vendeur me l'a bien fait comprendre. Il a perdu une belle vente, j'adore ça. Je suis nulle en vélo de montagne, mais le plaisir que j'ai. Je suis pas faite pour être designer graphique. Le professeur me l'a bien fait comprendre. Je pourrais pas interagir avec les clients. Effectivement, j'arrive pas à aller faire des pitchs en entreprise. Pourtant, je suis à mon compte depuis janvier 2004. J'ai adapté mon travail à ma réalité. Je suis pas faite pour avoir des enfants. Mon côté affectif, je le comprends pas très bien. J'ai une rigidité comportementale intense, je supporte pas les bruits et j'ai une hypersensibilité sensorielle qui a fait que les premiers contacts avec les bébés étaient vraiment difficiles. Pourtant, j'ai élevé 3 enfants. Je me voudrais comme mère, OK? J'ai tellement bien fait ça. J'ai appris les livres par cœur. Oui, oui, c'était difficile, mais j'ai bien fait ça. Je suis pas faite pour faire du sport. J'étais en éducation physique adaptée et j'ai réussi à avoir 17%. Pourtant, j'ai fait 16 heures d'activité physique par semaine. Mais à force de persévérance, puis à force de choisir des objectifs qui me conviennent et qui sont gagnants pour moi, j'arrive à accomplir des choses. À écouter les gens comme toi, je ferais rien parce que je suis pas faite pour ce monde-là. Je suis formatée différemment. Alors c'est à moi de décider c'est quoi les choses que je vais travailler comme une folle pour réussir à faire quand elles sont pas formatées pour moi. Et ce qui est ironique, c'est que la plupart du temps, les gens qui ont ce genre de discours-là vont aussi avoir le discours qui dit «Sors de ta zone de confort!» On n'est jamais dedans, là. Et, et quand on en sort, on nous dit «Mais t'es pas faite pour ça!» Mais décidez-vous, les humains, là. J'ai juste plus de mérite à réussir quelque chose si je l'ai travaillé très, 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 très. Ah, ça me fait plaisir de revoir cette vidéo-là. Pour vrai, souvent, c'est vrai qu'on n'est pas fait pour quelque chose, OK? Mais c'est pas une finalité. C'est pas parce qu'on n'est pas fait pour quelque chose qu'on pourra jamais le faire. C'est sûr qu'on pourra pas tous les prendre, ces défis-là. Je pourrais pas dire: «Je vais devenir, conductrice d'avion, parachutiste, puis, coureuse de marathon en même temps», c'est pas ça. Mais s'il y a quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, même si on n'est pas fait pour ça, puis même si on le réussit pas aussi bien que les autres, ben, ça devrait pas être interdit. Ça devrait juste être: «Je vais laisser à ma manière, avec ma persévérance, puis on verra bien qu'est-ce que ça donne», parce qu'on pourrait avoir des belles surprises. Le cerveau, là, c'est plein de surprises, OK? Des fois, il peut vraiment nous amener des progrès auxquels on ne s'attendait pas, mais pour ça, ben, il faut l'essayer, puis il faut se donner la chance avec des outils qui sont pour nous pour vrai. OK. Donc là, j'ai réussi l'auto. On faisait quoi après? C'était l'avion, parce que là, j'avais des conférences pour lesquelles je devais prendre l'avion. Déjà, mes expériences en avion, en famille, avaient été, disons, non concluantes, là. Ça avait été assez épouvantable comment, j'avais eu de la difficulté. Alors là, il fallait que je l'apprenne seule. Hem, Ça prend une préparation intense quand on va entreprendre une grosse tâche comme ça. Je l'ai dit tantôt, on divise tout par étapes. Donc les étapes, ça a été s'informer à l'aéroport, c'est quoi l'aide adaptée qui existe, parce que oui, il y en avait. Ça va être, s'informer comment ça se passe par rapport aux douanes, tout ça. Est-ce que je peux peut-être me faire hypnotiser avant? Parce que j'ai essayé ça et c'est pas comme dans les films là avec un pendule, puis «Vous êtes rendu bon en avion». Non, mais c'est vraiment des exercices de concentration, de visualisation, où est-ce qu'on va se donner des trucs pour arriver à se détendre un petit peu. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait certains de ces trucs-là que j'avais en moi, mais que je connaissais pas, puis que je pouvais réutiliser
par rapport à l'avion. Puis pour vrai, ça fait une différence. Et aussi, ben, j'avais une carte, parce qu'il existe un ruban tournesol quand on prend l'avion puis qu'on a un handicap invisible qui indique aux employés qu'on a quelque chose. Ils ne savent pas nécessairement c'est quoi. Et là, moi, j'ai eu cette carte-là et dessus, il y avait 3 choses décrites. Il y avait une chose qui disait be kind. Il y avait une autre chose qui disait d'être patient. Puis il y avait une troisième phrase qui ne me correspondait pas du tout, que je trouvais qui repoussait un peu les gens. Alors, j'ai simplement pris un autocollant blanc et j'ai mis par-dessus cette phrase-là et j'ai mis un autre truc à la place pour m'approprier un outil qui existe déjà, qui est déjà très bien, mais qu'il y avait petit quelque chose que c'était pas moi. Et j'ai ajouté à côté ma carte « Je suis autiste » et pour vrai, ça a fait une belle différence. Surtout à l'aéroport de Toronto. Je vous annonce qu'à l'aéroport de Toronto, les indications, c'est pas ça, hein? Tu regardes les quais, ils nomment 3-4 quais puis ils disent pas sont où les autres. Bref, je me suis désorganisée à l'aéroport de Toronto et ils m'ont aidée. Et sans cet outil-là, ben, j'aurais pas pu me rendre à temps dans mon transfert. Donc, il y a des adaptations qui sont disponibles. Vous y avez droit. Puis c'est des outils. Puis de toute façon, les autres humains aussi en utilisent des adaptations. Là. Des lunettes, là, c'est pour tout le monde. C'est la même affaire. C'est comme des lunettes, c'est des outils. OK. Là, l'avion était réussi. La prochaine, et là, on va parler d'école. Pour vrai, moi, c'est un deuil que j'ai jamais fait. Les études supérieures, c'est quelque chose qui m'a toujours tenté. C'est quelque chose que j'ai pas pu y avoir accès quand j'étais plus jeune. Pour vrai, les adaptations à l'école quand j'étais jeune, ça n'avait aucun sens. Et je suis née en 1977, alors c'était vraiment déficient de ce côté-là. À l'école primaire, il y avait encore beaucoup de violence dans les écoles à cette époque-là. Je ne sais pas si, je crois que c'est vraiment moins pire maintenant, mais je me faisais toujours frapper, OK? Alors, eux autres, ils se sont dit, donc, on a un enfant qui se fait toujours frapper par quelques étudiants. Il faut qu'elle apprenne comment ne pas être la victime tout le temps, puis prendre sa place, puis pas juste pleurer, puis être capable de parler aux autres. Alors, ils m'ont mis dans un cours pour les habiletés sociales. Et là, il y avait d'autres enfants qui étaient dans ce cours-là, et des enfants qui avaient besoin d'apprendre les habiletés sociales, ben c'est ceux qui me frappaient. Alors finalement, j'étais en cours avec ceux qui me frappaient pour apprendre à ne pas me faire frapper. Ça n'avait aucun sens. Finalement, ils me frappaient juste plus parce qu'ils étaient obligés d'aller à l'école après l'école à cause de moi pour que mutuellement, on apprenne comment se comporter l'un envers l'autre. Moi, ne pas pleurer, puis l'autre, pas me frapper. C'était pas vraiment logique. Et au cégep, c'était pas tant mieux. Quand j'ai étudié en design graphique, mais seulement à AEC, là, je ne pouvais vraiment pas étudier plus que ça. J'avais pas de sous à l'époque, puis j'avais pas d'aide, puis c'était vraiment difficile. Mais en design graphique, il y avait un professeur qui me faisait rencontrer régulièrement à la direction parce qu'il voulait me faire abandonner le cours. Et il me le disait verbalement, là, je veux que tu te désinscrives, tu n'as pas d'affaires ici. Et sa raison, c'était que je ne pourrais jamais faire de pitch aux clients. Les pitchs aux clients, c'est d'aller devant des grands groupes, imprimer des grandes maquettes de ce qu'on veut faire et de présenter, d'argumenter devant le groupe de pourquoi on devrait faire ça. Et souvent, c'est devant des conseils d'administration. Alors, ces groupes-là, c'est des gens qui ne sont pas nécessairement d'accord entre eux et qui discutent. Donc, il y a comme un aspect politique là-dedans aussi. Et il y avait raison, hein? Je ne fais pas de pitch aux clients. Moi, je le disais là, à mes clients, moi, je ne fais pas ça. Là. J'ai juste fait autrement, j'ai fonctionné autrement, puis ça a été correct aussi, puis je l'ai fait pendant des années. Donc, c'était tout le temps des choses comme ça qu'on disait, t'es pas fait pour ça, tu peux pas être là, mais pourtant, des adaptations, il y en a. Moi, maintenant, je suis retournée à l'école, là, je suis à l'université, je viens de commencer, je suis dans 2 universités en même temps, j'aime tellement ça, ça n'a même pas de bon sens. Et dans les choses qui m'aident beaucoup, premièrement, il y a une dame dans une des universités, c'est comme une soupape, OK? Donc, dans les différents cours, il y a des gens avec qui on doit interagir. Et la plupart du temps, ça se passe très bien. Mais ça va arriver des fois que ça ne va pas bien. Et en fait, ce n'est pas dans mes cours que j'ai eu des problèmes en tant que tel. J'ai eu des problèmes avec 2 tâches administratives, mais des problèmes majeurs où est-ce que c'était une désorganisation complète. Ce n'était pas directement relié tant que ça au cours. Alors là, cette personne-là, elle m'aide à établir un pont, à parler aux autres personnes parce que souvent, je ne peux même pas leur parler quand ils sont impatients avec moi ou quand ils ne m'aident pas ou quand ils font juste me lancer l'information puis comme débrouille-toi avec ça, mais je ne comprends pas qu'est-ce que tu veux, là. C'est pas le cours, là. Le cours, je le comprends, mais c'est pas le cours, ça. Bref, ce genre de choses-là, cette personne-là m'aide. Dans les autres adaptations que j'ai eues, moi, j'ai eu besoin d'avoir des PDF au lieu des livres de cours pour pouvoir étudier. Pour moi, pour plein de raisons, c'est pas juste l'autisme, mais comment je fonctionne visuellement dans mon étude et tout ça.
pour moi, d'avoir un PDF toujours dans mon iPad, installé de la même façon avec mon chien, bien, ça permet d'étudier puis d'être confortable. Et l'autre chose, c'est du temps supplémentaire dans les examens, des petits détails comme ça. Pourtant, le temps supplémentaire, j'en avais jamais eu besoin, ça allait tout le temps vite. Et il a suffi d'un examen. Une chance que je l'avais. Je me suis désorganisée une fois, je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais l'examen s'est mis à me stresser. Puis là ça a fait la boule là, de puis la panique, puis la panique, puis la panique. Alors, l'heure de plus que j'avais a servi à me gérer. Et finalement, je suis arrivée presque à la minute près et j'ai pu bénéficier de cette adaptation-là qui était là tout de suite d'emblée pour tous les étudiants qui ont un handicap. Pour vrai, cette personne-là aussi, elle sert de soupape. Dès que je surcharge, je peux lui écrire, je sais que je suis en confiance avec elle. Puis si je n'avais pas eu toutes ces adaptations-là, puis vous pouvez les avoir aux études supérieures, bien, je ne serais pas là actuellement en train d'être retournée à l'université. Je vais devenir encore meilleure dans mon métier, puis c'est extraordinaire, là, j'aime vraiment ça. Donc, c'est quoi? On a notre diagnostic à tout le monde, on se fait adapter partout, je le dis tout le temps, au travail, dans l'emploi, dans les loisirs, je le nomme. Et je dirais, on va se garder une petite prudence quand même. Comme par exemple, à l'école, c'est elle qui me conseille sur quoi dire à qui, c'est elle qui va préparer les documents, puis j'ai pas besoin d'aller nommer au professeur, ah, je suis autiste, j'ai ci, j'ai ça, parce que, tu sais, souvent, ça vient avec d'autres diagnostics, là. Donc, on n'est pas obligé d'aller tout nommer nos choses, c'est eux qui s'en occupent, et nous, normalement, on n'a pas besoin d'aller le dire. Parce qu'il y a quand même des risques dans différents contextes. Je vais y aller de quelques partages. Moi, je le dis que je suis autiste, OK? Je le nomme, puis je m'attends pas à ce que ça cause des problèmes. Mais des fois, là, à un moment donné, je voulais me faire opérer aux yeux et j'avais tout fait le processus et tout ça. Et à la toute fin, quand le chirurgien a vu que j'étais autiste, il a annulé ça. J'étais tellement insultée! J'ai pas pensé de lui dire, OK? Mais j'ai eu 3 opérations aux yeux quand j'étais petite. Et la dernière, je m'en souviens, là, j'avais 3 ans et demi, puis ils m'ont rentré une grande aiguille dans l'œil. Et j'ai pas bougé, là. Lui, il était sûr que j'allais pas pouvoir me gérer puis que j'allais bouger. Oui, dans ma tête, ça va être une tempête. Oui, dans ma tête, ça va être horrible. Oui, je vais rusher. Oui, je t'ai demandé d'avoir ma petite musique calme. Mais je bougerai pas. Mais eux, OK, ah, t'es autiste? Non, je veux pas. Alors, des fois, ça va causer des soucis comme ça. Alors, faut comme être un petit peu stratégique. Des fois, c'est dommage à dire, c'est triste. En vélo de montagne, ça faisait 10 ans que j'étais dans un groupe. Et un jour, je me suis désorganisée. Pas juste les autistes qui se désorganisent, OK? Les autres humains, il y en a qui se désorganisent en faisant des colères. Ils s'impatientent après des gens, ils se mettent à crier, puis après ça, ils s'excusent, puis c'est fait. Il y a d'autres gens qui se désorganisent en devenant imprudents. Ils se lancent, puis ils adviennent que pour eux, ils ont des accidents. Ils vivent les conséquences, puis c'est ça. Des désorganisations, il y en a de tous les genres. Moi, mes désorganisations, c'est je pleure et j'ai de la difficulté à m'exprimer. C'est pas dangereux, ça. Donc, j'ai eu une bonne désorganisation après 10 ans et j'ai nommé l'autisme et ils m'ont sorti du club. Ils ont dit c'est pas notre mission, nous sommes un club récréatif, c'est pas écrit aider les handicapés. La colère de l'autre monsieur, il n'y a pas de diagnostic, alors c'est correct, il peut. Je comprends pas. Donc, dans des contextes comme ça, des fois, ça peut nous nuire. Et pour vrai, j'ai trouvé ça. J'avais tellement eu de peine à l'époque, c'était épouvantable, j'ai trouvé ça vraiment humiliant. Maintenant, je joue au pickleball et ça se passe très, très bien. Et j'ai décidé de le nommer quand même. Au début, j'ai juste parlé aux organisateurs et tout ça parce que là, je commençais à être stressée. Là, ça faisait quelques affaires que je vivais. Puis, ils m'ont un petit peu accompagnée là-dedans. Maintenant, pas mal tout le monde le sait. Sauf que des fois, ça arrive que quelqu'un se comporte moins bien. Comme là, par exemple, au pickleball, à un moment donné, il y a une dame justement qui a travaillé longtemps avec des enfants autistes. Puis, il y a eu une balle sur notre terrain pendant qu'on jouait, alors on a dû interrompre le jeu. C'est le règlement, c'est pour la sécurité, pour pas qu'on glisse dessus puis qu'on tombe. Il y a des gens qui sont tombés souvent, alors c'est comme ça. Donc, j'ai interrompu le jeu alors qu'elle faisait un très beau point puis elle était dans mon équipe. Elle n'était pas contente après moi, donc elle m'a parlé comme elle parle visiblement aux enfants autistes. Et je ne peux pas croire qu'elle leur parle comme ça. Mais elle a dit « Là, c'est assez! Tais-toi! » J'ai figé, j'ai rien dit. Mais ça peut arriver des choses comme ça. Et là, finalement, tout le monde l'a entendu. Et moi, j'ai pas eu de réaction. Alors, c'est elle qui a eu l'air folle. Parce qu'après ça, tout le monde la jugeait. Moi, j'ai rien dit, là, j'ai rien fait. Donc, oui, il faut faire attention à qui on dit quoi. Mais, OK, je vais vous faire écouter une vidéo. Explique-moi la problématique. Ben, les gens qui connaissent l'autisme, quand ils apprennent que je suis autiste, là ils changent. Je confirme que ça arrive souvent.
Il change comment? Ils changent d'attitude, ils me regardent, puis là, ils sont sur leur garde, là, puis ils se demandent qu'est-ce qu'ils doivent gérer. Oui, mais t'as quel âge, Marie? 55 ans. J'ai 40, bientôt 47. Je suis une madame. Tu sais. On jette seul. On va te gérer, moi, Marie. C'est vrai, là, on a des années d'expérience dans ce corps-là, avec ce cerveau-là. On se gère seul. N'empêche que c'est dommage, mais il y a des gens quand même qui vont se servir de notre différence pour abuser. Il y a beaucoup de gens qui vont être avides, qui vont nous voir comme des personnes vulnérables, qu'on dise ou non le diagnostic, souvent ça va paraître, ça va se sentir. Ils savent qu'ils ont affaire à quelqu'un qui peut-être va être plus à risque. Puis, il y a beaucoup plus de violence, de fraude, d'abus envers les personnes qui ont des différences, des handicaps et tout ça. Et ça arrive aussi que les humains nous voient un petit peu comme si on était des personnes qui n'étaient pas finies de construire ou alors des enfants des humains incomplets. Et ça, on va en vivre quand même souvent des situations où est-ce qu'on va avoir l'impression de « Hey, pourquoi dans telle situation, ça se passe souvent comme ça? » Et je vais vous dire quelque chose, les personnes autistes, on a une force au niveau de la reconnaissance des patterns, OK? On est souvent bon pour voir soit un motif répétitif ou des choses qui reviennent souvent de la même façon. C'est le cerveau autiste souvent qui nous donne cette capacité-là. Alors, on peut devenir bon à voir venir les gens qui ne sont pas corrects. Et on va prendre peut-être l'habitude d'identifier les choses inconfortables qu'ils vont nous dire. Peut-être qu'on va remarquer que quand quelqu'un veut qu'on décide très vite quelque chose, que quand quelqu'un se met à nous presser pour poser un geste, peut-être qu'on va se rendre compte que c'est dans ces moments-là qu'après ça, avec le recul, on regrette ce qui s'est passé, qu'on n'a pas fait ce qu'on voulait, qu'on n'a pas dit ce qu'on voulait, puis on pourrait même se mettre en danger ou mettre d'autres personnes en danger dans des situations comme celle-là. Alors, de reconnaître ces espèces de patterns-là, ça peut nous aider à être en sécurité. Mon conjoint, à un moment donné, il m'a dit, Val, parce que je m'appelle Valérie, il m'a dit, Val, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, sauve-toi. Puis, c'est pas nécessairement par à courir, là, parce que des fois, c'est juste des conversations, mais c'est-à-dire que dès que je sens qu'il y a quelque chose qui ressemble à un pattern qui me rend inconfortable, même si quand je suis direct dedans, je ne suis pas capable de l'identifier, bien, d'aller dire, oh, il y a peut-être un petit quelque chose, je vais m'isoler, je vais prendre le temps de prendre ma décision sans pression indue, sans quelqu'un qui me pousse. Et comme ça, je vais être capable d'analyser la situation de l'extérieur, puis ça va me permettre de moins me faire avoir. Parce que ça m'est quand même arrivé souvent, mais maintenant, beaucoup moins parce que je le vois venir à force de pratique. Et là là. OK. Donc, comment on fait pour nommer nos besoins dans certains milieux si jamais on ne veut pas dire nécessairement qu'on est une personne autiste? Donc, ce que j'aime, c'est passer vraiment par les besoins ou par le fonctionnement. Donc, j'aime mieux dire, je comprends mieux de cette façon-là, ou j'ai besoin de calme. Je vais vous donner un exemple. Au pickleball, il y a une espèce de système de rotation. Puis il y a plein de personnes qui ne comprennent pas le système de rotation. La plupart des gens qui ne comprennent pas ce système-là, ils me disent ah, je ne comprends pas, moi je suis visuel. Parce que le système, on le dit oralement. Ils ne sont pas autistes, ces gens-là. Là. Pourtant, ils disent je suis visuel. Eux, ils te nomment comment ils fonctionnent. Donc, des fois, juste d'aller dire ah, moi, je suis bien plus rapide ici, ou je vais être plus efficace ici, ou je vais avoir plus d'énergie ici, bien, ça évite d'aller nommer du négatif et de rendre ça positif, c'est aidant. Exemple, tu es un employé, tu travailles adéquatement et tu livres la bonne quantité de travail par rapport à ce qui t'est demandé. Tu dis à ton patron, hey, moi, là, je ne suis pas capable de travailler comme il faut, il y a trop de bruit, puis je travaille mal, mais pourtant, tu livres. Là. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va penser? Il va penser que tu travailles mal. Si tu dis, hey, je pourrais être encore plus efficace si j'étais du côté qui a moins de bruit, je serais encore plus rapide. Mais là, tu es en train de dire dans son cerveau, oh, la personne est déjà correcte, mais je pourrais la rendre encore plus bonne. Des fois, c'est juste l'angle avec lequel tu amènes une demande ou un besoin qui va changer. Donc, si tu ne veux pas nommer une vulnérabilité ou quelque chose comme ça, tu peux vraiment passer simplement par un fonctionnement ou des besoins. Et nommer nos forces. Je vais vous faire écouter une belle vidéo que j'aime beaucoup. Je vous reviens tout de suite après. Lors de mon travail, l'autisme est plus souvent une force qu'un défi.
Mais ça arrive quand même que je doive communiquer au client que j'ai une particularité et je me demandais de quelle façon je devais faire ça. Alors, j'ai posé la question à un expert en communication qui est aussi un de mes clients que j'aime beaucoup. Il m'a dit, tu vas recevoir le miroir de ce que tu vas donner. Donc, si je communique de façon positive et que je mise sur mes forces, en n'excluant pas non plus les défis, parce qu'il faut être logique, à ce moment-là, c'est ça que je vais recevoir en retour. Ça fonctionne pas 100% du temps, mais jusqu'à maintenant, ça m'a très bien servi. C'est pas un drame de différence, c'est une particularité. Et quand on mise sur nos forces, c'est surprenant ce qu'on est capable de faire. Bon, on va un peu changer de sujet, même si on reste quand même dans le même. Quand on veut faire certains progrès ou gagner de la liberté ou de l'autonomie, des fois, ça se peut qu'on ait peur de perdre notre filet de sécurité, OK? Puis ça, je le comprends très bien, je suis faite pareil et il y a plein d'humains qui sont faits comme ça aussi. Mais ça se pourrait que ce filet-là, ce soit plus un élastique, OK? On va dire, qui s'étire pour aller vers ta liberté. Dans le fond, la liberté, ça peut faire peur parce que c'est comme si tout d'un coup, tu avais plus de soutien. C'est un peu ça pour l'autonomie aussi. Alors, qu'est-ce que je propose dans ce temps-là? C'est vraiment de diviser par petites étapes. Tu sais, si tu dis: «J'ajoute cette petite étape-là, puis si ça ne fait pas, je peux revenir en arrière». Puis là, tu attends qu'elle soit consolidée, un peu comme notre tremplin du début, où est-ce qu'on ajoute des petites étapes bien maîtrisées les unes à la suite des autres, jusqu'à temps qu'on parvienne à notre objectif final. D'avoir des plans B en cas d'échec pour pas que l'échec, ça devienne un échec comme: «Ma vie est finie, je vais mourir», tu sais? C'est pas ça, là, tu es pas tombé dans un grand gouffre sans fond. Si tu sais que si tu manques ton coup, c'est pas la fin, que c'est: «OK, je teste et j'essaye, si je manque, je peux analyser qu'est-ce qui a pas fonctionné et recommencer». Je vais te donner un exemple. Tu aimerais ça vérifier si tu es capable d'aller en appartement, mais tu es pas sûr puis tu as vraiment peur parce que si jamais il va t'arriver quoi? Et là, tu demeures encore chez tes parents. Peut-être que tu pourrais leur proposer de faire un test où est-ce que tu essaies tant de temps et que si jamais tu es pas encore prêt, ta chambre est encore là chez toi. Et là, tu peux y retourner avec la condition qu'on trouve tout ce qu'il a pas fait, tout ce que tu étais pas prêt pour faire, puis que là, tu te réessais avec des nouveaux outils la prochaine fois pour juste te dire si jamais vraiment ça fonctionne pas. Puis le pire, c'est que la plupart du temps, finalement, ça fonctionne, mais juste le fait d'être rassuré que si je tombe, j'ai un filet, des fois, ça peut faire en sorte que tu vas l'essayer puis que ça va être correct d'essayer plusieurs fois. Comme mettons les cours de conduite, là, on va encore revenir à l'automobile. Quand tu apprends à conduire, tu l'as ta sécurité. La personne qui te donne ton cours, elle a un frein elle aussi. Si tu fais n'importe quoi, là, elle va peser sur le frein, tu ne mourras pas. C'est la même chose, puis il y a plein de choses dans la vie qui sont faites de la même façon. Des fois, j'appelle ça des humains élastiques. Pour parvenir à faire des nouvelles choses, au début, j'ai besoin d'accompagnement. Donc, j'ai quelqu'un qui vient avec moi. Au début, peut-être que la personne et moi, on est collés, 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 collés. Puis peut-être que la deuxième fois, troisième fois, je m'éloigne un peu. Peut-être qu'à force, c'est juste si je l'ai dans mon angle de vue. Peut-être qu'à force, c'est juste si je sais qu'elle est quelque part dans la pièce et qu'au besoin, je peux la rejoindre. Puis éventuellement, si je suis rendue tellement confortable dans ce contexte-là que je suis capable de le vivre par moi-même. Il y a plusieurs contextes plus difficiles que c'est comme ça que j'ai vécu. J'ai eu mon humain élastique, mon accompagnateur pour ces contextes-là. Je sais qu'en Ontario, il y a une carte, ça s'appelle Accès 2 Card et au Québec, on a une carte aussi, carte accompagnement loisir. Je crois, excusez-moi, j'étais plus certaine du nom. Mais souvent, il y a des programmes dans beaucoup de lieux publics où est-ce que la personne qui accompagne ne paye pas. Puis ça, j'aime vraiment beaucoup ça pour le concept de l'humain élastique parce que ça veut dire que tu peux aller dans des places, dire à quelqu'un: «Hey, si jamais ça va pas, tu peux être là?» mais la personne, elle paye pas. Alors, c'est pas comme si tu étais redevable envers elle. La personne, elle vient gratuitement. Donc, elle vient gratuitement parce que c'est prévu dans le concept et tu as de l'aide pour si jamais ça fonctionne pas et graduellement, tu t'habitues au milieu. Tu vois si c'est un milieu qui te convient, dans lequel tu es sécuritaire, puis peut-être qu'éventuellement, tu es capable d'y aller tout seul. Donc ça, des contextes comme ça, je trouve ça, vraiment, vraiment le fun. Ça serait d'identifier à chaque fois que tu as comme un gros but puis que ça marche pas, là, c'est quoi les micro défis, micros obstacles qui t'empêchent d'avancer? Parce que souvent, tu
Tu sais, on regarde là, l'affaire à l'autre bout, qui est la grosse affaire qu'on veut avoir, puis c'est tellement inatteignable que c'est comme impossible. Mais si on regarde pourquoi la liste des affaires qu'ils font pas. Mettons, moi, je voulais apprendre à couper un avocat. OK? Là, ça a l'air vraiment niaiseux, mais j'adore les avocats. Puis quand c'est coupé trop d'avance, ça devient brun. Donc, je vais apprendre à couper un avocat, pas capable. Quand j'en coupe pas moi-même, ça me prend comme 10 à 20 minutes. C'est compliqué. Bon, c'était quoi le défi? C'est gluant, c'est hyper dégueulasse à toucher. Le couteau, la façon dont je le manipulais, j'avais tout le temps peur de me blesser. Je ne suis pas capable d'enlever le noyau. Après ça, tout reste pris dedans, puis il devient tout écrapouti. Donc, moi, là, bon, j'ai 4 défis. Finalement, j'ai eu de l'aide de plein de monde qui m'ont donné plein d'astuces différentes. J'ai mélangé toutes sortes d'astuces. Puis finalement, pour la coupe de mon avocat, je suis rendue en moyenne à 60 à 120 secondes, gros maximum. Et là, je peux manger des avocats. C'est rien, mais c'est des choses comme ça qu'en décortiquant, puis en trouvant des outils qui fonctionnent pour nous. Puis celui qui a comme achevé le dernier outil, là, c'était vraiment, je prends une cuillère, puis je lève l'avocat en tenant la pleure et j'y touche jamais. J'y touche juste avec ma bouche à la fin. Fait que c'est correct. OK. De toujours se garder un plan de secours pour ces nouveaux défis-là. Des fois, ça peut nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Si tu sais que, mettons, tu vas te baigner à quelque part, mais tu sais que c'est protégé, c'est une piscine, puis que si jamais tu as une grosse crampe, tu vas être sauvé. Tu n'auras probablement jamais ta grosse crampe, mais tu n'iras pas te baigner à une place peut-être où il n'y a aucune surveillance. Tu te gardes un plan de secours. Ça peut être un parent, une personne ressource, un ami. Puis ça permet d'aller vérifier si peut-être qu'il y a des défis qui sont vraiment moins pires qu'on pensait. Des fois, ça fait des belles surprises. Puis surtout, là, passez par vos rêves pour vous créer des étapes. Je te donne un exemple. Mettons, toi, ton rêve, c'est d'assister à un événement comme un Comic-Con ou un événement avec des animés, des mangas, des affaires comme ça. Ça peut être Donjon Dragon, n'importe quoi. Et toi, tu veux un événement comme ça, tu adores ça. Et là, tu dis, voici la liste de mes obstacles. C'est trop gros, je ne peux pas y aller. Je ne suis pas capable de me débrouiller par rapport au transport pour me rendre là par moi-même. Je n'ai pas l'argent pour nécessairement payer cette activité-là. Dans les foules, je panique. J'ai de la difficulté avec le bruit, puis j'ai des gros problèmes au niveau de l'orientation, puis pour moi, ben ça, c'est pas possible. Donc là, j'ai 5 choses. Là, ce que je commencerais par faire, je dirais peut-être pas, je vais aller à l'événement dans 2 semaines, mais je dirais, OK, c'est quoi une affaire à la fois? Transport, c'est quoi le problème? OK, je vais m'attaquer au transport. Alors, je vais isoler le transport, puis je vais me dire, bon, là, il faut que j'apprenne à gérer l'affaire des autobus. Comment je fais? Des fois, il y a justement des programmes qui sont prévus dans vos villes ou dans vos régions par rapport au transport en commun pour vous aider à adapter ça puis à devenir autonome. Donc, en décortiquant le gros objectif par plein de petits, c'est vraiment plus facile et encourageant parce que tu vois les progressions aussi. Ça ne fait pas juste j'ai sauté deux fois l'événement chaque année, je suis tellement triste. Non, c'est je m'approche. Là. OK. Des fois, c'est des petits objectifs anodins. Je vais y aller avec une vidéo. Là. Je veux absolument vous montrer ça. Puis après ça, je vous reviens avec. Attendre qu'il soit prêt. Il donne son consentement. Il contrôle quelque chose. C'est lui qui pèse. On a dit que ça allait durer 30 secondes. Le 30 secondes doit être respecté si possible. Lâche pas. T'es capable. La volonté. Pression profonde. Pression profonde. Ça aide. Il sait qu'il y a une fin. Il se concentre sur compter. Lâche pas. Il veut tellement. OK. Oh, OK, parfait. Le petit gars, il a choisi son objectif. OK? Il veut se faire couper les cheveux. Il sait que c'est épouvantable. OK? Ses parents l'ont accompagné là-dedans, puis je trouve que c'est un bel accompagnement parce que, premièrement, on a validé. OK? Si quelqu'un commence par vous dire qu'il n'y a rien là, voyons donc, c'est peut-être pas la bonne personne pour vous accompagner. Si quelqu'un comprend, respecte que c'est un gros défi, même si pour la plupart des autres personnes, ce ne l'est pas, c'est un bon départ. Donc, on choisit l'objectif. Lui, il veut sa coupe de cheveux. Il l'a nommé. Donc, il célèbre aussi chaque petite réussite. On le voit à la fin, il est content de l'avoir réussi. On lui a donné un contrôle tout au long. C'est lui qui décidait quand est-ce qu'on démarrait. On lui a donné un objectif de temps clair, le 30 secondes. C'est tous des petits détails qui vont faire que
le défi va être plus facile à vivre parce qu'on ne fait pas juste le subir. On accepte de le vivre. On sait que c'est dur, mais on le fait parce qu'on a un contrôle. Et c'est un peu comme ça que j'ai réussi à finalement laver les cheveux de ma fille sans la torturer parce qu'on aurait dit que je la scalpais à chaque fois que je voulais laver ses cheveux. Donc, pour elle, c'était extrêmement difficile dans la douche ou dans le bain. Alors, on l'a installée sur le comptoir de la cuisine, dans l'évier. C'est elle qui tenait le pommeau pour laver. C'est elle qui choisissait et contrôlait la température. On a mis des coussins en dessous. On a mis une débarbouillette sur ses yeux pour pas qu'elle reçoive des gouttes. Dans le fond, je lui faisais nommer chaque chose. J'étais là, je reçois de l'eau, ça m'attaque. OK, on va mettre une débarbouillette sur tes yeux. Après, la température, tout ça, et on a tout décortiqué. Et en lui redonnant le contrôle comme ça, c'était pas agréable, mais elle se sentait respectée, elle ne sentait pas que je l'attaquais. Pour elle, c'était beaucoup plus facile à vivre et on pouvait faire en sorte qu'elle ait des beaux cheveux par la suite. Aider, c'est pas d'aller s'imposer. Si vous êtes une personne qui a aidé les personnes autistes, ben, donner de l'aide, c'est pas tout décider à sa place. Ça, c'est important de s'en rappeler. Ça me fait penser une fois au camping, moi, j'avais nommé aux gens que j'aimais pas trop ça me faire toucher, que ça me demandait beaucoup d'énergie, puis c'est beaucoup d'informations, puis je préfère les poignées de main, mais pas le reste des choses. Et là, quelqu'un se dirige dans mon dos et voulait me faire une accolade ou quelque chose comme ça, et il y a une madame qui a crié: «Touche-la pas! Elle est autiste!» J'étais pas très contente, là. C'est pas comme ça qu'on fait! Ça, c'est vraiment quelqu'un qui va aller prendre trop de place et qui va aller s'imposer à notre place d'une façon intense et finalement, ça crée des malaises. Ça me fait penser si vous proposez à quelqu'un en fauteuil roulant de l'aider parce qu'il y a un obstacle puis ça ne fonctionne pas, puis que la personne, elle accepte, bien, ça ne vous donne pas la permission de partir avec le fauteuil dans la direction que vous voulez, là. Pourquoi je raconte ça? C'est que si vous êtes autiste et vous demandez de l'aide, ben c'est correct que vous n'acceptez pas toute forme d'aide. Si vous allez en thérapie, puis que vous voulez apprendre comment gérer votre peur des chiens, mettons, puis que la thérapeute, tout ce qu'elle veut parler, c'est des poissons, bien, ça ne fait pas. Là, j'exagère, mais vous comprenez que c'est pas parce qu'on demande de l'aide qu'on n'a plus le droit de soit mettre fin à l'aide ou de dire de quelle façon on préfère recevoir l'aide. Si l'autre personne n'est pas à même de nous la donner, tant pis, mais on a quand même cette possibilité-là. Moi, j'aime beaucoup ce que ma coiffeuse a fait pour moi. C'est difficile d'aller au salon de coiffure, c'est demandant. Je peux le faire, mais après, je suis capote. Alors, elle me fait mes soins des cheveux dans une pièce isolée des autres. Et tant qu'elle ne sera pas rénovée, là, en tout cas, on peut encore faire ça. Alors, ça, c'est la façon d'aider. Donc, je reste maître de ma vie, mais je reçois de l'aide quand même. Des outils pour progresser, il y en a tellement plein qui peuvent nous aider. On a le droit de les demander. C'est pas toujours possible, peut-être qu'on ne réussira pas à l'avoir, mais on peut s'essayer. Ça peut être toutes sortes de choses. Il y a des gens qui ont des chiens d'assistance, il y a ou des animaux de support émotionnel. Des fois, tu peux avoir une personne pour t'aider avec un objectif précis. Peut-être que tu vas aller faire de la réadaptation par rapport à un de tes aspects sensoriels qui sont trop difficiles, avec un ergot ou quelqu'un comme ça. Peut-être que tu vas avoir un objet qui va t'aider à réduire ta situation de personne qui a un handicap. Peut-être que ça va être un outil sensoriel. Peut-être que ça va être un outil pour t'aider à t'ancrer, te rassurer, te rendre plus confortable. Puis il y a aussi, dans la plupart des milieux, des ressources pour défendre tes droits. Tantôt, j'ai parlé de l'aide qu'on pouvait avoir, l'aide adaptée dans les milieux scolaires, mais souvent, ces personnes-là peuvent aussi t'aider à défendre tes droits. Ça se passe aussi dans beaucoup d'entreprises où est-ce qu'il y a des comités EDI, équité, diversité, inclusion. Puis ça, c'est pas juste pour les personnes autistes. Des fois, si tu n'es pas de la même couleur que la majorité des gens, ta culture est différente. Si des fois, ça peut être l'orientation, le genre, bien, ces comités-là s'assurent que chaque personne qui pourrait éventuellement vivre quelque chose par rapport au fait qu'elle a une différence
ça devrait mieux se passer. Alors, ces gens-là peuvent t'aider si toi, tu n'es pas à même d'aller te défendre seul ou tu ne sais pas comment faire. Ça peut être aussi ça quand il y a pour tout ce qui est gouvernemental, municipal, tout ça. Et il y a aussi des pétitions dans lesquelles tu peux t'impliquer si tu n'es pas d'accord avec certaines choses. Puis il y a des groupes qui représentent pas mal toutes les minorités. Là. Il y a des groupes de défense des droits et d'aller trouver les groupes qui peuvent nous défendre dans nos régions ou dans nos villes. Des fois, ça peut être très aidant. Des fois, l'aide peut venir de nos amis et des autres personnes autistes. Avec mon ami Mathieu, on s'entraide énormément et j'aimerais ça vous partager une vidéo en lien avec ça. Bon, Mathieu, Ouais, tu viens de rappeler tous les documents en place. ouais. Qu'est-ce que je vais faire en échange? Ah, tu vas m'aider à appeler pour que j'aie un réparateur de chauffage. On est deux amis, on est autistes, on a trouvé la façon de s'entraider. Chacun va faire certaines tâches de l'autre que l'autre n'est pas capable de faire. Ça dit deux choses, OK? Puis trois choses, ben des affaires. Premièrement, chaque autiste c'est différent. Et deuxièmement, il y a vraiment moyen de faire de quoi avec ça puis de s'aider. Ouais, ça prend des amis. C'est tellement plus efficace. Donc, avec mon ami Mathieu, souvent, on s'entraide, mais on le fait de façon égalitaire. Comme récemment, c'est moi qui ai fait l'appel pour prendre rendez-vous avec le vétérinaire. Puis lui, il m'a aidé encore avec des formulaires. Puis comme ça, ben, c'est équitable. Et ça m'amène à vous parler des humains-liens, des amis et des autres personnes qui vont graviter autour de vous, les gens avec qui vous allez vous affilier, tout ça. Quand on se lance dans des relations avec les gens, c'est vraiment important qu'il y ait une réciprocité. Et ce que je vois souvent en autisme ou dans d'autres situations de handicap, c'est que les gens, des fois, ils se disent: «Oh, moi, je ne mérite pas, alors je vais donner, parce que sinon personne ne va m'aimer». Puis ça, ben, c'est absolument pas vrai. C'est vraiment une mauvaise façon de penser. Les amitiés, tout ça, c'est supposé être réciproque, c'est supposé d'être assez égal. On n'est pas obligé de tout compter, mais normalement, c'est supposé vraiment d'aller des deux côtés. Tu es supposé de pouvoir te sentir toi avec tes amis. Puis là, j'aimerais ça apporter une petite nuance que j'ai vue quand même souvent, malheureusement, en autisme. Il y a des gens qui servent parfois du masking pour dire que s'ils ne veulent pas masquer, ils sont obligés d'agir exactement comme ils veulent, au risque de blesser les gens. Puis je pense pas que ça puisse se passer comme ça. Puis je pense que les gens qui mettent tout sur le dos de leurs différences pour faire aucun effort, pour vous respecter, ben c'est pas honnête de leur part. À titre d'exemple, si quelqu'un fait régulièrement une gaffe sociale qui vous offense et vous lui nommez à la personne, une bonne réaction pourrait être: et je m'excuse, hein, mon autisme fait que là-dessus, je manque vraiment de filtre, mais écoute, je peux essayer là, de faire attention à ça. OK? Bon, déjà, on a quelque chose qui se peut. Mais si la personne vous sort: non, je ne te respecterai pas parce que ça m'oblige à masquer, ben, vous pouvez vous douter peut-être qu'on n'est pas dans une situation qui a une bonne réciprocité puis qui a un respect mutuel. Puis vous pouvez continuer à chercher parce que des amis, on n'en a pas besoin de 50 millions. On a besoin de quelques personnes clés importantes puis précieuses, puis c'est assez. On n'a pas besoin non plus d'acheter l'amitié. Ça, j'ai vu beaucoup de personnes qui sont autistes faire ça. Acheter, des fois, c'est monétaire, là. C'est qu'ils vont donner des cadeaux beaucoup, ou alors ils vont donner beaucoup de leur temps, ou émotionnellement, ils vont se donner beaucoup à l'autre et ils vont rien attendre en retour. Et ça fait des relations qui ne sont pas équitables. Et après ça, vous êtes pris là-dedans, puis c'est vraiment dur de s'en sortir. Alors, on n'achète pas l'amitié. Tout le monde la mérite. C'est juste d'aller trouver les personnes qui sont compatibles avec nous. Puis, les groupes qu'on va fréquenter, les loisirs des gens qu'on va voir, ça nous teinte. Après, les gens qu'on fréquente, ça nous teinte. Tu sais, quand je vais au pickleball, là, je suis entourée de gens qui sont dynamiques, qui veulent bouger, qui sont enthousiastes et qui sont de bonne humeur. Ça me teinte. Quand j'allais au club photo, j'étais entourée de gens qui étaient créatifs et qui étaient désireux d'apprendre. Ça me teinte. Les endroits, les gens que tu vas fréquenter, les choix que tu vas faire, ça va te teinter, puis ça va t'aider après à comme aller faire développer les affaires de toi que tu aimes puis que tu as envie d'aller développer. Les scénarios sociaux! Je vais en parler un petit peu parce que pour vrai, c'est vrai que c'est utile, mais je pense que ça devrait être un joker. C'est-à-dire que ça reste une répétition. C'est comme une pièce de théâtre, c'est un morceau appris par cœur en automatisme. Pendant que tu utilises les scénarios sociaux, tu n'es pas toi-même. Mais c'est une super bonne astuce pour se sortir de situations inconfortables. Sauf que si dans
toutes tes interactions, tu te sers juste des scénarios sociaux, ben, tu ne pourras pas être toi, puis ça, c'est un petit peu dommage. Mais si tu as besoin d'être rassuré, moi, qu'est-ce que je te propose pour apprendre à devenir toi-même, c'est de créer tes propres scénarios sociaux. Donc, ça va être tes mots à toi, tes besoins à toi, puis ça va te permettre de ne pas te taire, de rester en contrôle, mais avec tes mots à toi, même si tu es un petit peu pratiqué par cœur. Je vais avec un petit exemple, OK? À un moment donné, c'est arrivé souvent qu'ils ont pris les raquettes de pickleball puis ils les ont mélangées ensemble sur le ciment. Ma raquette n'a pas de rebord, ça la graphine. Ça m'a rendue triste de ne pas être capable de réagir et je me sentais impuissante. Donc, j'ai pratiqué mon scénario social. J'ai su exactement comment le dire, puis j'ai pratiqué ma phrase. Quand ça s'est reproduit, je l'ai nommé et j'ai proposé une solution de rechange tout de suite parce que j'étais prête, je l'avais pratiqué. Et là, c'était tout tac, 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 tac. Il y avait un groupe de 12 personnes là, qui me regardaient et qui ont attendu que je finisse ma mini-explication parce qu'elle était bien scénarisée. Après, quelqu'un est venu me voir. Tout le monde était de bonne humeur après. Là, ça ne dérangeait pas que j'ai fait ça. Quelqu'un est venu me voir et est venu me féliciter en me disant hey, moi, j'enseigne justement à des autistes et tout ça. C'est pas la même que je faisais parler au début. Puis là, elle me dit hey, comment tu as fait ça là, pour nommer ton inconfort? Là, c'est vraiment bon. Là, puis je vais essayer de l'apprendre à mes jeunes. Puis j'ai trouvé ça le fun parce que ça nous permet de nous réapproprier notre langage et créer nos propres scénarios. J'aime aussi créer mes propres réactions pour les situations à risque. Je ne veux pas tout le temps réagir. Mettons que quelqu'un se fâche, OK? Je peux avoir plusieurs réactions. Je vais peut-être vouloir me défendre. Si je veux me défendre et que la personne est fâchée, elle ne va même pas m'écouter, il ne va rien se passer. Puis tout ce que je vais faire, je vais me sentir mal parce que je n'aurais pas pu m'exprimer. Sinon, je pleure. Et là, ça fait comme si je me place comme en dessous d'elle et j'aime pas ça non plus. Donc, ce que j'ai développé, puis c'est ma situation confortable, peut-être que ce ne sera pas la vôtre, c'est quand quelqu'un s'emporte puis que ça n'a aucun rapport, là, la personne, bah! Ma face, j'appelle ça ma face, que je fais, c'est confusion. Je fais, qu'est-ce qui se passe? Et pour vrai, confusion, ça arrête les chicanes. La personne ne peut pas continuer à me crier après si je suis comme ça, puis ça apaise, puis après ça, au pire, je peux lui reparler plus tard ou réécrire plus tard. Et c'est devenu un réflexe et ça m'a évité plein de problèmes. Quand les gens s'emportent tout seuls, ça ne peut pas continuer parce qu'il n'y a rien qui les relance, mais ça ne les provoque pas non plus. Donc, j'ai développé mes petits scénarios, mes petites faces à moi pour les situations qui me stressaient le plus. Je vais aller avec une liste de mes ressources rapides. Je pense que chacun devrait lister ces ressources-là et les associer à toutes les situations où est-ce qu'on a besoin d'un outil. Ça me fait penser. On sait des fois que les toutous lourds peuvent aider les personnes autistes en classe. OK, mettons. Alors là, il y a des profs qui me disent l'enfant, il a fait une crise. Alors là, je suis allée chercher un toutou lourd, puis j'y ai donné, puis il n'a même pas voulu l'utiliser. Oui, mais tu n'as jamais montré avant, hors des crises. Tu sais, les outils, c'est des choses qu'il faut qu'on s'approprie, qu'on aime, qu'on sache si déjà ça nous apaise. Puis quand on en a un grand besoin, c'est là que ça peut servir parce que c'est devenu un réflexe. Mettons, fais ta liste à toi. Ça peut être les couvertures, les peluches, des fois tes outils sensoriels les plus utiles, ta liste de rappels. Moi, j'ai des listes de rappels pour plein d'affaires. Là. Je leur mets des petits morceaux de plastique. Ça m'aide à me gérer émotionnellement. Mes outils de communication, je ne m'en sers pas tant souvent. Vous le voyez que j'aime ça parler. Mais il y a certaines situations que je le sais que ça va bloquer. J'ai 2, 3 petites cartes pour ces situations-là en cas d'urgence. Des fois, ça va être ton animal, une cachette. Moi, ma cachette, ben, chez moi, c'est mon bureau. Parce que je suis une adulte puis je travaille à la maison, je peux. Un enfant, ça peut être une petite tente dans une classe, un garde-robe dans sa chambre, où est-ce qu'on a établi un lieu sécuritaire. Puis quand je suis dans les lieux publics, ben ma cachette, ça va être la salle de bain, parce que ça me prend une cachette quand je suis sur le bord de boum! Peut-être qu'écrire, dessiner, c'est ton outil. Moi, il y a l'activité physique, les bains, les douches, des outils technologiques. J'en ai plusieurs qui m'aident dans plein de détails. Puis j'ai même, dans mon téléphone, une liste de lecture musicale et pour si ça va pas bien. Elle s'appelle 000 calme urgent pour qu'elle se place en haut des autres et je peux peser dessus quand ça va vraiment pas. La musique de calme urgent peut débuter. C'est mes outils à moi que je me suis appropriés pour progresser à ma façon. Puis un autre des outils, ben si vraiment il y a des situations que ça va pas, tu peux te plaindre. Puis tu sais, ça peut paraître intimidant parce que tu te dis si je me plains, c'est de la chicane, ça. Mais pour vrai, ça n'a pas besoin. C'est pas une confrontation. Quand tu fais une plainte, tu déposes une plainte par les voies officielles surtout, ben, si tu transmets une information qui est utile,
puis tu t'enlèves le poids de ce que tu vis parce que tu l'as nommé. Tu sais, des fois, on a tendance à dire: «Ah, j'aurais tellement aimé le dire comme ça ou le formuler comme ça». Et quand tu formules une plainte, ben, tu as le temps d'y penser de quelle façon tu veux le faire. Des fois, ça fonctionne, des fois que ça fonctionne pas, mais pour vrai, c'est vraiment une bonne façon que tu peux défendre, tes droits. Il y a plein de contextes dans lesquels tu peux, faire des plaintes comme ça, mais mettons contexte hospitalier, OK? Les hôpitaux, les lieux où tu reçois des soins. Mettons, en Ontario, ils ont des chartes, là. Mettons, l'hôpital Montfort, lui, c'est droits et responsabilités des patients. Puis au Québec, on a, mettons, les 12 droits des usagers, mais on va avoir plein de choses en commun dans ces droits-là. OK? Comme là, pour l'hôpital Montfort, compassion, courtoisie, respect sans discrimination, les informations, il faut que tu puisses les comprendre, qu'ils soient accessibles et tout ça. OK. Mettons, ça n'a pas fonctionné. Bien là, tu formules ta plainte, eux, ils reçoivent l'information, puis peut-être qu'éventuellement, ben, ils vont changer leur façon de faire. J'ai testé ce système-là au Québec. À un moment donné, il avait enlevé une chaise dans un endroit super important pour qu'il y ait une chaise, surtout pour les gens qui ont un handicap. En tout cas, ça prenait une chaise à cette place-là, puis ils l'ont enlevée pour un souci de rapidité. Puis j'ai fait une lettre, puis j'ai écrit là, 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 la chaise qu'il y a là, là, c'est pas respectueux pour les personnes handicapées, qu'il l'ait pu. Ils l'ont remis! Ça a fonctionné! Tu sais, je me suis chicanée avec personne, puis ils m'ont communiqué avec moi, ils ont communiqué avec moi, puis ils m'ont remercié de l'information, puis ils ont remis la chaise. Donc, ça se peut. OK. Ça fonctionne dans plein de lieux officiels, que ce soit les transports en commun, ton établissement où est-ce que tu étudies, les commerces, les restaurants, ton logement, il y a de l'aide pour ça, ton emploi aussi. Tu peux passer par les ressources humaines, puis tout ce qui est gouvernemental, municipal. Et en dernier, par rapport à tout ça, là, reprendre le contrôle de sa vie, tout ça, je vais vraiment y aller avec ça, c'est mon sujet que j'aime, 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 les valeurs comme fondation. Puis j'ai un bel outil téléchargeable que je rends disponible, un outil qui permet d'aller trouver tes valeurs de base à toi, OK? Parce qu'on ne peut pas tout avoir, OK? On ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout réussir, puis à un moment donné, il faut faire des choix. Puis ces choix-là, des fois, c'est dur de savoir comment on les fait, quel ami, quel emploi, quel projet, quel bon, c'est dur de faire des choix. Donc, comment l'outil fonctionne? C'est que là, il y a comme une tonne de valeurs dessus. Et là, tu coches au début toutes celles qui font comme oui quand tu les vois. Après ça, ben, il faut que tu élagues un petit peu. Donc, tu dois des fois voir deux valeurs qui se ressemblent pour en garder juste une des deux ou des choses comme ça. Puis, à la fin, le but, c'est d'en garder juste 6, là. Les non négociables, tes piliers à toi. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas que tu choisisses les valeurs en fonction de ce que les gens t'ont dit. Tu sais, moi, mettons, quand je demandais à quelqu'un c'est quoi mes valeurs, la personne disait ah, l'honnêteté. Mais tu sais, c'est vrai que c'est une valeur, mais c'est peut-être pas mes 6 de base. Peut-être que ma première, ça va être l'authenticité. Puis pour moi, c'est elle, tu sais, qui amène l'honnêteté. Donc, en fait, c'est ça, pour moi. Donc, tu détermines les vrais à toi de toi, là, pour toi, là, comme si c'était un secret et tu n'allais jamais le dire à personne. Puis après ça, quand tu dois prendre des décisions, quand tu dois faire des choix, quand tu dois évaluer ta vie, quand tu veux regarder tes projets, bien, tu regardes ça comme une boussole, puis tu te dis, est-ce que ça correspond? Puis là, ça ne va pas tout le temps coller avec les 6. C'est quasiment impossible. Quand moi, j'avais fait la grosse analyse, j'avais un seul projet qui collait sur les 6, mais ce qui allait vraiment à l'encontre, bien, c'est vrai que j'étais inconfortable dedans. Alors, j'ai pu comme modifier des choses. Puis, tant que je suis capable de vivre plusieurs de mes valeurs avec certaines personnes ou certaines de mes projets, ça me va. Tant que mes valeurs, j'ai pas de choses qui vont vraiment à l'encontre d'eux, parce que si ça va complètement comment je suis pas, ben, je vais être tout le temps inconfortable, puis je pourrais pas aussi bien avancer. C'est là-dessus que je terminerai et je vous dirais ma différence à mon allié et mes obstacles, mes escaliers. Je vous inviterai aussi à prendre connaissance de mes livres. J'ai 2 romans adultes, méconnaissables et asymétriques. Ben aussi, jeune ado, ça peut être correct aussi, mais c'est un public adulte. Et j'ai le nouveau 6-8 ans, Lilou Copitou Toutou. Ça, c'est les romans. Et j'ai des guides. J'ai 2 guides par rapport à l'emploi pour les personnes autistes et pour l'employeur. Celui-là est plus petit pour l'employeur. Et j'ai un beau guide autisme et anxiété. Alors, vous pouvez me suivre sur tous mes réseaux sociaux sous le nom de Bleuet Atypique et sur le site web aussi. Et merci beaucoup. Et ah oui, je suis disponible après si vous avez des questions. Je peux y répondre, là, je vais joindre après la vidéo. Bonne journée!
Ben bonjour! Merci d'avoir assisté à la conférence. Je l'ai réécoutée en même temps que vous et j'étais bien contente de l'avoir. Et là, on a des questions. Je vais lire les questions. Donc, pour la... Excuse-moi, c'est écrit petit. Pour la section... Oh, attends, je m'entends double. Excusez-moi, je me suis coupé le son. OK. Donc, la question, c'est, pour la section nommer son diagnostic, quelle est ton expérience par rapport aux proches, famille et amis? Je ne suis pas sûre à qui le dire et comment l'aborder. Pour vrai, j'irais vraiment graduellement si tu n'es pas absolument certain, certaine de la réaction des personnes. Donc, je choisirais une première personne en qui j'ai le plus confiance, puis que ce ne serait pas la personne qui irait nécessairement parler à tout le monde. Puis c'est avec elle que je l'aborderais en premier pour voir la réaction, puis pour lui demander comment elle pense que les autres vont réagir. Puis après ça, doucement, j'élargirais. Si les gens sont vraiment fermés à l'autisme, ça peut arriver, j'irais plus par des explications des différents traits qui sont déjà connus. Donc, ça va être plus difficile pour quelqu'un de nier un diagnostic si elle est d'accord avec les choses qu'on nomme. Je m'explique. Si on arrive direct et qu'on dit « j'ai eu un diagnostic d'autisme », la personne, peut-être qu'elle va dire « oui, mais voyons donc, tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça, t'es pas autiste. » Et là, c'est vraiment confrontant parce que quand même, tu sais, je veux dire, le diagnostic, c'est compliqué à avoir, là. Alors, j'irais avec, mettons, tu sais, j'ai tel défi, j'ai tel souci, j'ai tel enjeu. Puis là, tu abordes ces 3-4 enjeux-là. Puis là, tu sais, la personne reconnaît que tu as ces enjeux-là. Puis tu te dis, ben finalement, j'ai eu des réponses à mes questions, puis j'ai su pourquoi j'ai ça. Alors, je suis autiste. Et déjà, ça va être plus dur de complètement nier parce qu'elle vient de dire que c'est vrai que tu avais ces défis-là. Fait qu'elle peut moins faire comme si ça existait absolument pas. Je vais avec une autre question. OK. Est-ce que tu as déjà utilisé ton autisme comme excuse pour pas faire quelque chose que tu aurais pu faire? Pour vrai, je m'en veux, mais je ne l'utilise pas assez. Souvent, mon autisme, c'est ma raison et je me sens toujours un peu mal d'aller juste dire c'est parce que je suis autiste, parce que j'ai peur que les gens me disent, et là on est dans la théorie de l'esprit, puis vous allez dire, mais comment ça qu'elle comprend ça alors qu'elle est autiste? Mais en tout cas, quand même un peu, j'ai peur que les gens me disent que je me sers de ça comme excuse. Donc, je vais avoir tendance à vouloir surexpliquer les raisons de pourquoi j'ai décidé de ne pas faire quelque chose. Ça devient hyper compliqué et ce serait peut-être plus simple des fois de simplement dire, ben écoute, je suis autiste. Mais des fois, j'essaie d'expliquer en long puis en large un trait spécifique au lieu d'aller simplement nommer ça, juste pour éviter d'avoir à confronter des gens qui me posent cette question-là et que ça m'énerve. OK. Comment tu fais la différence entre un outil qui t'aide vraiment et un outil qui devient une béquille dont tu ne peux plus te passer? Ah, j'ai une idée. Mettons, vraiment, tu as des vraies béquilles, OK? Ben, tant que ça t'aide à mieux marcher, ça aide, mais la minute que ça te nuit à mieux marcher, ça t'aide plus. Est-ce que c'est une bonne analogie? Je sais pas. Mais par exemple, mes écouteurs, mes bouchons de musicien, tout ça, ce que j'essaie de faire, c'est de les utiliser juste quand j'en ai besoin, puis d'attendre un peu dans les périodes où est-ce que j'en ai besoin, mais pas nécessairement. Comme ça, je suis plus sûre que je les utilise bien. Exemple, une place qui a pas nécessairement toujours du bruit, ben, je ne vais pas nécessairement mettre mes bouchons avant d'entrer. Je vais me garder une marge de manœuvre pour voir si ça va être si terrible que ça, puis je ne les mettrai peut-être pas, mes bouchons. Mais si vraiment c'est terrible, je vais les mettre. Comme ça, ben, ça ne devient pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis quand je l'utilise, ben, c'est plus efficace. C'est ma manière à moi là, que j'ai de le trouver parce que si ça m'empêche de progresser, tu sais, si mes bouchons, ben, ça faisait que je ne parlais plus à personne, ben, ce serait dommage. Mais pour l'instant, ils me permettent de dépasser ce que je faisais avant. Donc, si ça me permet de dépasser ce que je fais et non pas de moins en faire, ben, je pense que l'outil demeure pertinent. Mon fils accepte l'aide, mais refuse qu'on célèbre ses réussites. Je ne sais pas comment me situer. On peut pas, tu sais, on peut pas forcer la personne, là.
Je pense que même si on a envie de célébrer ses réussites, il y a d'autres façons de les célébrer qu'en les célébrant ouvertement. Des fois, ça peut être juste de faire un bilan une fois de temps en temps, mais peut-être pas que ça soit la fête à chaque fois. Il y a des gens qui aiment ça, célébrer chaque réussite, là. Moi, j'aime ça, célébrer chaque réussite, mais c'est sûr que dans certains contextes, je veux pas. Puis je pense qu'il faut respecter ça, même si c'est tentant, puis qu'on est des bonnes personnes, puis qu'on a envie de le faire, puis de les encourager, ben, il faut les respecter. Entre les défis sociaux et les défis sensoriels, lesquels sont les plus difficiles pour toi? Sociaux? Parce que je trouve que sensoriel, on est capable d'avoir le contrôle comme personne adulte. Avant, ça aurait été sensoriel. Mais tu sais, maintenant, je choisis mes compagnies de vêtements préférées comme cette compagnie-là. Ben, je le sais que je vais être bien tout le temps et que ça va être doux. Mes jeans, c'est des faux jeans. Tu sais, c'est doux. Mon audition, ben, c'est mes bouchons de musicien. J'ai beaucoup, beaucoup plus d'outils que je peux contrôler. C'est plus contrôlable. J'ai un contrôle sur mon environnement, sur les odeurs, sur le bruit, sur plein de choses chez moi. Donc, ça me permet de prendre des pauses. L'aspect social, ce que je trouve extrêmement difficile, c'est que c'est imprévisible. Donc, autant que, tu sais, je suis verbale, j'aime ça, jaser, tout ça, bien, en 2 secondes, quelqu'un peut être hyper désagréable. Je vais y aller d'un exemple. On m'a toujours dit, moi, je suis sociable quand même, là, OK? Je suis sociable, là. Je ne suis pas associable parce que j'ai de la misère, là. Mais on m'a toujours dit, si tu veux discuter avec des gens, pose des questions sur les intérêts puis ce dont ils parlent. Donc, un jour, il y a un monsieur qui m'explique qu'ils ont fait des terrains de pickleball dans une place qui n'est pas dédiée au pickleball puis qu'ils ont mis des papiers collants pour ça à terre. Alors, j'ai posé des questions sur le papier collant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je t'ai rendu au moins 8 questions spécifiques au papier collant. Comment est-ce qu'on enlève la largeur? Est-ce que c'est le permanent? J'avais plein de questions. Puis là, à un moment donné, il a reculé puis il a dit « T'es bien bizarre, toi. » Et tu sais, j'ai beau savoir supposément, techniquement, qu'est-ce que je suis supposée de faire, bien, ça se peut qu'en 2 secondes, ben ça ne fonctionne pas comme j'avais prévu. Puis il y en a une dernière. Voyons. Comment tu fais pour nommer tes besoins sans avoir l'impression de toujours te justifier ou de demander des faveurs? Je me sens souvent comme si je me justifiais, là, malheureusement, mais ce que j'essaie de faire, c'est de les étaler dans le temps, puis de ne pas tous les nommer, puis de répondre au plus de besoins possible par moi-même. Des fois, c'est pas tout le temps simple, mais je fais un peu d'évitement justement pour éviter d'avoir à nommer tous ces besoins-là. Des fois, je les écoute pas. J'aimerais ça pouvoir les écouter plus, mais je me sens vraiment pas toujours en confiance pour le faire. Par contre, dans les contextes où j'ai confiance totalement aux gens, puis c'est des contextes comme hyper sécuritaires, on fait juste le nommer. C'est tellement plus simple. En personne autiste, là, c'est instantané. Le besoin est là, c'est quasi un réflexe. On le nomme, ça se fait, ça s'adapte, ça va bien, mais c'est pas comme ça partout. Donc, c'est sûr que des fois, j'ai peur puis je veux pas déranger. Alors, c'est ça que ça donne. Mais en gros, je suis vraiment contente. Merci d'avoir assisté. Puis merci pour vos belles questions. Puis j'espère à la prochaine. Puis voilà, c'est ça. Bonne soirée.